Monsieur Dufour, votre peau, elle devient rouge. » Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Benoît Dufour, alors qu'il se tenait debout devant les hautes fenêtres de son bureau, contemplant les toits de Lyon qui s'étendaient sous le ciel gris de novembre. Sa main droite portait encore les traces rougeâtres de l'incident d'il y a 1 heure, un simple effleurement avec sa secrétaire lors de la transmission d'un dossier, et voilà que son corps avait réagi comme s'il venait de toucher du poison. À 42 ans, Benoît Dufour était l'un des hommes les plus riches de France. Sa fortune, bâtie sur l'empire viticole familial Vignoble Dufour, lui permettait de vivre dans l'opulence la plus raffinée de la rue des Marronniers, dans le 6e arrondissement de Lyon. Pourtant, derrière cette façade dorée, se cachait un homme prisonnier de son propre corps. Depuis l'âge de 25 ans, une mystérieuse condition l'affligeait. Dès qu'une femme l'approchait de trop près, son organisme déclenchait une réaction allergique violente. Rougeur, démangeaisons, difficultés respiratoires, les médecins parlaient d'une forme rare d'allergie psychosomatique, mais aucun traitement n'avait jamais fonctionné. Monsieur, la voix de Marcel, son majordome fidèle depuis 15 ans, le tira de ses pensées moroses. « Oui, Marcel ? Mademoiselle Rousseau a appelé. Elle souhaiterait savoir si vous confirmez votre présence au gala de charité de ce soir. » Benoît soupira profondément. Sophie Rousseau, héritière d'une famille de banquiers lyonnais, était probablement la femme la plus déterminée qu'il ait jamais rencontrée. Malgré sa condition, ou peut-être à cause de l'intrigant défi qu'elle représentait, elle persistait à tenter de le conquérir. « Dis-lui que je ne me sens pas bien. Encore. » Marcel hocha la tête avec compréhension. Au fil des années, il était devenu expert dans l'art de décliner poliment les invitations au nom de son employeur. « Très bien, monsieur. Dois-je également annuler le rendez-vous avec les investisseurs de demain ? » « Non, celui-là est important. Mais assure-toi qu'il n'y ait que des hommes dans la salle de réunion. » Benoît retourna à son bureau où s'empilaient les contrats et les rapports financiers. Sa réussite professionnelle était indéniable. Sous sa direction, l'entreprise familiale avait triplé son chiffre d'affaires en 15 ans. Mais cette réussite avait un prix, l'isolement le plus complet. Il vivait entouré uniquement d'hommes. Marcel, le jardinier Georges, le chauffeur Henri et quelques employés masculins triés sur le volet. Sa vie sociale se limitait aux réunions d'affaires et aux rares dîners entre hommes d'affaires. Quant à l'amour, c'était un territoire interdit, une terre promise qu'il ne pourrait jamais atteindre. « Monsieur !» Marcel réapparut dans l'encadrement de la porte. « Il y a un petit problème avec le service de nettoyage. »« Monsieur, quel genre de problème ?» L'entreprise Éclat Lyonnais vient d'appeler. Leur équipe habituelle est tombée malade. Une épidémie de grippe, paraît-il. Ils proposent d'envoyer une remplaçante demain matin pour l'entretien hebdomadaire. Benoît fronça les sourcils. Le nettoyage de sa demeure était habituellement effectué par une équipe exclusivement masculine. Arrangement spécial qu'il payait au prix fort. Une remplaçante ? Tu veux dire une femme ? J'en ai peur, monsieur. C'est leur seule solution disponible à court terme. La jeune femme en question, une certaine Élodie Martin, serait très professionnelle selon eux. Benoît se massa les tempes. Sa maison était dans un état impeccable, mais l'entretien hebdomadaire était crucial pour maintenir ce niveau de propreté. D'un autre côté, l'idée d'avoir une inconnue, une femme, dans son espace privé le remplissait d'anxiété. Est-ce qu'on ne peut pas reporter d'1 semaine ? Il ne le recommande pas, monsieur, et franchement, regardez l'état des sols du grand salon après la réception de lundi dernier. Marcel avait raison. La réception avec les négociants en vin allemand avait laissé des traces. « Très bien, soupira Benoît, mais j'exige qu'elle travaille uniquement quand je ne suis pas dans la même pièce. Tu t'occuperas de coordonner ses mouvements avec les miens. Et surtout, qu'elle ne touche à rien dans mon bureau personnel. » « Bien entendu, monsieur. » Alors que Marcel s'éloignait, Benoît ne pouvait se défaire d'un étrange pressentiment. Pour la première fois depuis des années, une femme allait pénétrer dans son sanctuaire. Cette pensée lui donnait des sueurs froides et paradoxalement éveillait en lui une curiosité qu'il n'osait s'avouer. Il regarda une dernière fois par la fenêtre. Dans les rues en contrebas, la vie normale continuait. Des couples se promenaient main dans la main, des mères poussaient leurs landaux, des amoureux s'embrassaient sous les réverbères.
un monde qui lui était à jamais inaccessible. Élodie Martin. Il répéta mentalement ce nom, se demandant à quoi pouvait bien ressembler cet inconnu qui demain foulerait le sol de sa demeure. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette femme était sur le point de bouleverser sa vie de la manière la plus inattendue qui soit. La nuit tomba sur Lyon, et avec elle, les dernières heures de tranquillité que Benoît Dufour connaîtrait avant que sa destinée ne bascule à jamais. L'aube pointait à peine sur les toits de la Croix-Rousse quand Élodie Martin referma doucement la porte de l'appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère Marguerite. Dans la pénombre du couloir, elle ajusta son sac à dos usé et vérifia une dernière fois l'adresse griffonnée sur un bout de papier, 47 rue des Marronniers, 6e arrondissement. À 26 ans, Élodie avait déjà connu plus d'épreuves que bien des femmes de son âge. Orpheline depuis ses 15 ans, elle avait été recueillie par sa grand-mère paternelle, une ancienne ouvrière de la soie, qui vivait maintenant avec une maigre pension de retraite. Depuis 10 ans, Élodie enchaînait les petits boulots pour subvenir à leurs besoins, serveuse, vendeuse, aide à domicile, et maintenant femme de ménage. Le trajet en métro de la Croix-Rousse vers le 6e arrondissement lui donna le temps de réfléchir à cette nouvelle mission. Monsieur Chevalier, de l'entreprise Éclat Lyonnais, avait été très clair au téléphone. Le client était particulier et exigeait la plus grande discrétion. « Écoute, Élodie, lui avait-il dit, Monsieur Dufour paie 3 fois le tarif normal, mais il a des habitudes spéciales. Tu ne dois pas l'approcher, ne pas lui adresser la parole, sauf s'il te parle en premier, et surtout, éviter tout contact physique. C'est un homme très riche et très bizarre. » Élodie avait accepté sans poser de questions. 3 fois le tarif normal représentait une semaine de courses pour elle et sa grand-mère. Peut-être même de quoi acheter les médicaments dont Marguerite avait besoin. En sortant de la station Foch, elle fut frappée par le contraste saisissant avec son quartier. Ici, les rues étaient larges et propres, bordées d'hôtels particuliers majestueux, aux façades parfaitement entretenues. Les voitures garées le long des trottoirs valaient probablement plus que ce qu'elle gagnerait dans toute sa vie. Le numéro 47 se révéla être une imposante demeure de style haussmannien, avec une grille en fer forgé et un jardin impeccablement taillé. Élodie resta un moment à contempler cette magnificence, se sentant soudain très petite dans son jean délavé et son pull en laine bon marché. Elle sonna à l'interphone et une voix grave et distinguée lui répondit presque immédiatement. « Mademoiselle Martin, je présume. Je suis Marcel, le majordome. Veuillez entrer. » La grille s'ouvrit automatiquement, et Élodie remonta l'allée de gravier, impressionnée malgré elle par le faste qui l'entourait. Marcel l'attendait sur le perron, un homme d'une 60aine d'années, impeccablement vêtu d'un costume sombre, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et des manières qui respiraient l'ancien monde. « Bonjour, mademoiselle Martin. J'espère que vous avez fait bon voyage. Bonjour, monsieur Marcel. Oui, merci. Parfait. Permettez-moi de vous expliquer certaines particularités concernant monsieur Dufour. » Il la fit entrer dans un hall d'entrée somptueux, avec un escalier de marbre qui montait vers les étages et un lustre de cristal qui diffusait une lumière dorée. « Monsieur Dufour est un homme très discret, » commença Marcel en marchant lentement. « Il préfère éviter les contacts directs. Vous travaillerez toujours dans des pièces où il ne se trouve pas. Je vous indiquerai son emploi du temps au fur et à mesure. » Élodie hocha la tête, intriguée mais professionnelle. « Autre chose, si par hasard vous vous trouvez dans la même pièce que monsieur, évitez de vous approcher à moins de 2 mètres. Et surtout, aucun contact physique. C'est médical. »« Il est malade ?» demanda Élodie avec une pointe d'inquiétude. Marcel hésita un instant. « Disons qu'il a une condition particulière. Rien de contagieux, rassurez-vous. Simplement délicate. » Il lui fit visiter le rez-de-chaussée. Un salon immense aux meubles d'époque, une salle à manger qui pouvait accueillir 20 personnes, une cuisine ultra-moderne et plusieurs bureaux. Chaque pièce était d'un raffinement exquis. Mais Élodie remarqua l'absence totale de photos personnelles ou d'objets intimes. La maison, malgré sa beauté, semblait étrangement froide et impersonnelle. « Vous commencerez par le grand salon », expliqua Marcel en lui remettant le matériel de nettoyage. « Monsieur Dufour est actuellement dans son bureau,
au premier étage, et n'en descendra que vers midi. Vous avez donc 3 heures. Élodie se mit au travail avec son efficacité habituelle. Elle avait développé au fil des années une technique qui lui permettait de nettoyer rapidement et parfaitement. Mais alors qu'elle s'affairait autour d'un magnifique secrétaire Louis XVI, elle entendit des pas dans l'escalier. « Marcel, tu as vu mes lunettes de lecture? Je les ai cherchées partout. » La voix masculine s'interrompit brutalement. Élodie leva les yeux et se retrouva face à face avec l'homme le plus troublant qu'elle ait jamais rencontré. Benoît Dufour était grand et élégant, avec des cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes et des yeux d'un bleu profond qui semblaient porter le poids du monde. Il portait une chemise blanche parfaitement repassée et un pantalon de costume sombre. Mais ce qui frappa le plus Élodie, ce fut l'expression de surprise absolue sur son visage, comme s'il venait de voir un fantôme. Ils se regardèrent en silence pendant quelques secondes, qui parurent une éternité. Élodie remarqua qu'il ne montrait aucun signe de malaise, contrairement à ce qu'elle aurait pu attendre d'après les avertissements de Marcel. « Excusez-moi » balbutia finalement Benoît. « Je ne savais pas que vous étiez déjà arrivé. »« Ce n'est rien, monsieur. » Élodie reprit son travail, mais elle sentait son regard posé sur elle. Marcel apparut soudain, visiblement inquiet. « Monsieur Dufour, vos lunettes sont sur votre bureau. Je vais vous les chercher immédiatement. » Mais Benoît ne bougeait pas. Il continuait à fixer Élodie avec une expression indéchiffrable, comme s'il essayait de résoudre une énigme complexe. « Monsieur ?» insista Marcel, de plus en plus nerveux. « C'est étrange, » murmura Benoît, parlant plus à lui-même qu'aux autres. « Je ne ressens rien, absolument rien. » Élodie ne comprenait pas, mais elle voyait bien que quelque chose d'inhabituel se passait. L'atmosphère dans la pièce avait changé, chargée d'une tension électrique qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Comment vous appelez-vous » demanda soudain Benoît, s'adressant directement à elle pour la première fois. « Élodie Martin, monsieur. »« Élodie » répéta-t-il comme pour goûter la sonorité de ce prénom. « C'est un joli nom. » Marcel toussota discrètement. « Monsieur, peut-être devriez-vous... » « Non, Marcel. Pour une fois, je me sens bien. » Et c'était vrai. Pour la première fois depuis 17 ans, Benoît Dufour se trouvait en présence d'une femme sans ressentir la moindre réaction allergique. Sa peau restait normale, sa respiration était régulière, son cœur battait calmement. C'était un miracle qu'il n'osait croire possible. Élodie, ignorant l'ampleur de ce qui venait de se produire, continua son travail sous le regard faciès de cet homme mystérieux qui venait de découvrir qu'il n'était peut-être pas condamné à la solitude pour l'éternité. Les jours qui suivirent cette première rencontre furent marqués par une transformation subtile mais indéniable dans la routine de la demeure Dufour. Benoît, habituellement méticuleux dans le respect de ses horaires, commença à trouver des prétextes pour se trouver dans les mêmes pièces qu'Élodie. Un matin, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, il apparut avec un livre à la main. « Excusez-moi, je cherchais juste... » Il s'interrompit, réalisant qu'il ne cherchait rien du tout. « Comment trouvez-vous cette pièce ?» Élodie leva les yeux de l'étagère qu'elle époussetait. « Elle est magnifique, monsieur. Tous ces livres, vous les avez vraiment tous lus ?» Benoît sourit, surpris par la spontanéité de la question. « La plupart, oui. Et vous, vous aimez lire ? Quand j'en ai le temps. Ma grand-mère m'a appris très tôt. Elle dit que les livres sont les seuls voyages qu'on peut s'offrir quand on n'a pas les moyens de partir. » Cette réponse toucha Benoît d'une manière inattendue. Il y avait dans les paroles d'Élodie une sagesse simple et profonde, qui contrastait avec les conversations superficielles auxquelles il était habitué dans son milieu. « Votre grand-mère a l'air d'être une femme remarquable. » Elle l'est. Le visage d'Élodie s'illumina. Elle a travaillé dans les soieries de la Croix-Rousse pendant 40 ans. Elle connaît l'histoire de Lyon mieux que n'importe quel guide touristique. J'aimerais bien l'entendre raconter, dit Benoît, sincère. Élodie le regarda avec surprise. Vraiment ? Pourquoi pas ? J'ai vécu toute ma vie à Lyon, mais je réalise que je ne connais finalement que mon petit monde. Marcel, qui passait dans le couloir, s'arrêta en entendant cette conversation. Il n'avait jamais vu son employeur s'intéresser ainsi à quelqu'un, et encore moins à une femme. Plus troublant encore, M. Dufour semblait parfaitement à l'aise, sans le moindre signe de son habituelle allergie.
Les jours suivants, ces échanges se firent plus fréquents. Benoît découvrait qu'Élodie avait un regard unique sur la vie. Malgré ses difficultés financières, elle gardait un optimisme et une générosité qui l'émerveillaient. Elle lui parlait de son travail de bénévolat à la soupe populaire du quartier, de ses rêves de reprendre ses études pour devenir aide-soignante, de sa passion pour les vieux films français qu'elle regardait avec sa grand-mère. « Vous savez, » lui dit-elle un jour en rangeant les livres, « ma grand-mère dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur, mais moi, je pense qu'elle se trompe un peu. » Benoît, intrigué, l'encouragea à continuer. « Je pense que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il permet de faire le bonheur des autres. Et ça, c'est déjà beaucoup. » Cette philosophie simple mais profonde remua quelque chose en Benoît. Lui qui avait toujours vécu sa fortune comme un fardeau et un isolement, découvrait une perspective nouvelle. Un après-midi, alors qu'Élodie nettoyait les vitres du salon, elle remarqua que Benoît l'observait depuis son fauteuil, un livre fermé sur les genoux. « Monsieur Dufour, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi vivez-vous seul dans cette grande maison ? Marcel m'a dit que vous n'aviez pas de famille proche. » La question posée avec une innocence désarmante toucha Benoît au cœur. « C'est compliqué, » répondit-il après un moment. « Compliqué comment ?» Il hésita. Comment expliquer sa condition à cette jeune femme qui semblait si naturelle, si vivante? Comment lui dire qu'il était un homme brisé, incapable de la plus simple des relations humaines? J'ai des difficultés avec les relations, surtout avec les femmes. » Élodie s'arrêta de nettoyer et le regarda avec attention. « Quel genre de difficultés ?»« Des difficultés physiques, médicales. » « Ah, elle réfléchit un moment. « Mais avec moi, vous semblez aller bien. »« Oui, » admit Benoît, surpris par sa propre franchise. « Avec vous, c'est différent. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est différent. » Un silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était plutôt comme s'ils venaient de franchir une étape importante, sans vraiment savoir laquelle. « Vous savez, » reprit Élodie en reprenant son travail, « ma grand-mère dit que parfois, les personnes qui nous font du bien arrivent dans notre vie exactement quand on en a besoin, même si on ne s'y attend pas. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Benoît longtemps après qu'Élodie fût partie ce jour-là. Pour la première fois depuis des années, il se surprit à attendre avec impatience le lendemain, non pas pour fuir dans le travail, mais pour revoir cette femme extraordinaire qui avait le don de le faire se sentir normal. Le soir même, il appela Marcel dans son bureau. « Marcel, j'aimerais que mademoiselle Martin vienne tous les jours, pas seulement une fois par semaine. » Marcel fronça les sourcils. « Monsieur, la maison n'a pas besoin d'être nettoyée quotidiennement. Trouve-lui d'autres tâches. Le jardin, l'organisation de la bibliothèque, ce que tu veux. Mais j'aimerais qu'elle soit là plus souvent. Puis-je vous demander pourquoi, monsieur ?» Benoît regarda par la fenêtre les lumières de Lyon qui s'allumaient dans la nuit. « Parce que pour la première fois depuis 17 ans, Marcel, je me sens vivant. » Marcel hocha lentement la tête. Il avait servi assez longtemps la famille Dufour pour reconnaître les moments décisifs. Et il pressentait que celui-ci allait changer la vie de son maître d'une façon qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Élodie travaillait quotidiennement chez les Dufour. La nouvelle routine s'était installée naturellement. Elle arrivait à 8 heures précises, saluait Marcel avec un sourire chaleureux et commençait sa journée par la pièce où se trouvait Benoît. Cette coïncidence n'échappait à personne, surtout pas à Marcel, qui observait avec un mélange d'inquiétude et de fascination l'évolution de la situation. Ce matin-là, Élodie trouva Benoît dans le petit salon de lecture, installé dans son fauteuil habituel, avec une tasse de café et le journal Le Progrès. Il leva les yeux à son entrée, et ce sourire qu'elle commençait à connaître éclaira son visage. « Bonjour Élodie. Bien dormi ? » « Bonjour, monsieur Dufour. Oui, merci. Et vous ? Appelez-moi Benoît, s'il vous plaît. Nous nous connaissons suffisamment maintenant. » Élodie hésita. Cette familiarité nouvelle la troublait. Elle avait remarqué que leur conversation devenait de plus en plus personnelle, que les regards de Benoît s'attardaient sur elle, qu'il trouvait toujours une excuse pour prolonger leur temps ensemble. « Je ne sais pas si c'est approprié, monsieur. Je suis votre employé, après tout. » « Vous êtes bien plus que cela. »
répliqua Benoît, avec une intensité qui la fit frissonner. Vous êtes la première personne depuis des années avec qui je peux avoir une vraie conversation. » Élodie détourna le regard, mal à l'aise. Elle commençait à comprendre ce qui se passait et cela l'effrayait. Cet homme, si différent d'elle, semblait développer des sentiments qu'elle ne savait comment gérer. « Monsieur Dufour, Benoît, céda-t-elle. Je pense que nous devrions maintenir une certaine distance professionnelle. » Le visage de Benoît se rembrunit. « Ai-je dit ou fait quelque chose qui vous dérange? Non, ce n'est pas cela. C'est juste que nous venons de mondes très différents. Vous êtes un homme riche et cultivé. Moi, je suis juste une fille de la Croix-Rousse qui nettoie votre maison. Comment pouvez-vous dire « juste » s'indigna Benoît en se levant. Vous avez plus de noblesse d'âme que toutes les femmes de mon milieu réunies. Vous travaillez dur pour prendre soin de votre grand-mère. Vous donnez de votre temps aux plus démunis. Vous voyez la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Comment osez-vous vous diminuer ainsi? Élodie fut touchée par la véhémence de sa défense, mais cela ne fit qu'accentuer ses craintes. « C'est exactement ce dont j'ai peur, » murmura-t-elle. « Vous m'idéalisez. Vous ne me connaissez pas vraiment. »« Alors faites-moi vous connaître. » L'exclamation de Benoît résonna dans la pièce. Il rougit légèrement, réalisant qu'il avait élevé la voix. « Excusez-moi, je ne voulais pas... C'est juste que depuis que vous êtes là, je me sens différent, mieux. » Élodie le regarda avec compassion. Elle voyait bien la solitude de cet homme, sa vulnérabilité cachée derrière sa fortune et son éducation raffinée. Mais elle voyait aussi le gouffre qui les séparait et les complications que leur rapprochement pourrait engendrer. « Benoît, » dit-elle doucement, « vous êtes un homme bon et généreux, mais je ne peux pas être la solution à votre solitude. Ce ne serait juste ni pour vous, ni pour moi. Pourquoi? Parce que je suis riche? Parce que nous n'avons pas les mêmes attentes de la vie. Vous cherchez peut-être une distraction, une nouveauté. » « Une distraction ?» Benoît la fixa avec incrédulité. « Élodie, vous êtes la première femme que je peux approcher sans tomber malade. Vous croyez vraiment que c'est juste une distraction pour moi ?» Cette révélation stoppa Élodie net. « Que voulez-vous dire ?» Benoît réalisa qu'il venait de lâcher son secret le plus intime. Il s'assit lourdement, soudain épuisé. « Depuis l'âge de 25 ans, je souffre d'une allergie particulière. Dès qu'une femme s'approche de moi, mon corps réagit violemment. Rougeur, démangeaison, difficultés respiratoires. Les médecins parlent d'allergie psychosomatique, mais aucun traitement n'a jamais marché. » Élodie le regarda avec stupéfaction. « C'est pour cela que Marcel était si nerveux le premier jour. »« Exactement. Pendant 17 ans, j'ai vécu comme un ermite, incapable de la plus simple relation humaine avec une femme. Et puis vous êtes arrivé, et rien. Aucune réaction. Aucun symptôme. Pour la première fois depuis des années, je peux respirer normalement en présence d'une femme. » Élodie s'assit en face de lui, bouleversée par cette confession. « Mon Dieu, Benoît, je ne savais pas. Ça a dû être terrible. » Vous comprenez maintenant pourquoi votre présence est si importante pour moi. Vous n'êtes pas une distraction, Élodie. Vous êtes un miracle. Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Élodie comprenait maintenant l'intensité des regards de Benoît, sa soif de conversation, son besoin de sa présence. Mais cette révélation, loin de la rassurer, accentua ses inquiétudes. « Benoît, » dit-elle finalement, « je suis touchée par votre confiance, vraiment, mais cela ne change rien au fait que nous venons de mondes différents. Que se passera-t-il quand les gens de votre milieu apprendront que vous fréquentez votre femme de ménage? Je me moque de leur opinion. Moi pas. » Élodie se leva, déterminée. « J'ai ma fierté, Benoît, et ma grand-mère m'a appris qu'on ne construit rien de solide sur des bases inégales. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Je vais continuer à travailler ici parce que j'ai besoin de cet emploi. Mais je pense qu'il vaut mieux que nous gardions nos distances, pour votre bien et pour le mien. » Benoît la regarda partir, le cœur serré. Pour la première fois depuis des semaines, il ressentit à nouveau le poids de sa solitude. Mais maintenant, c'était pire qu'avant, car il savait ce qu'il était en train de perdre. Dans le couloir, Élodie s'appuya contre le mur, les larmes aux yeux. Elle venait peut-être de faire le bon choix, mais pourquoi avait-elle l'impression d'avoir le cœur brisé?
Les 2 semaines qui suivirent la conversation dans le salon furent marquées par une politesse glaciale entre Benoît et Élodie. Elle accomplissait ses tâches avec une efficacité remarquable, mais évitait soigneusement tout échange qui dépasserait le strict nécessaire. Benoît, de son côté, respectait sa volonté de distance, mais Marcel pouvait voir que cette situation le rongeait de l'intérieur. Ce fut Henri, le chauffeur, qui apporta sans le savoir une nouvelle complication à cette équation déjà fragile. « Monsieur Dufour, annonça-t-il en entrant dans le bureau un mardi matin, votre cousin Philippe vient d'appeler. Il souhaite passer cet après-midi pour discuter du projet d'expansion en Bourgogne. » Benoît soupira. Philippe Dufour, fils du frère aîné de son père, était l'héritier présomptif de l'empire familial, avant que Benoît ne reprenne brillamment les rênes de l'entreprise. Leur relation était cordiale en surface, mais teintée d'une rivalité latente qui remontait à leur enfance. « Très bien, dis à Marcel de préparer le salon rouge, et assure-toi qu'Élodie, qu'elle travaille à l'étage pendant sa visite. » Henri hocha la tête, mais son expression trahissait sa curiosité. Depuis quelques jours, tout le personnel de la maison avait remarqué l'atmosphère tendue entre M. Dufour et la nouvelle employée. L'après-midi venu, Philippe Dufour fit son entrée avec sa prestance habituelle. Âgé de 45 ans, il était l'image même du bourgeois lyonnais prospère. Costume sur mesure, chaussures italiennes, montre de luxe et ce sourire confiant que donne la certitude d'appartenir à l'élite sociale. « Mon cher Benoît » s'exclama-t-il en serrant la main de son cousin. « Tu as l'air en forme. Cette vie de célibataire endurci te réussit, à ce que je vois. » Benoît grimaça intérieurement. Philippe ne ratait jamais une occasion de faire allusion à sa situation sentimentale. « Philippe, content de te voir. Comment va Isabelle ? » « Très bien, merci. Elle organise d'ailleurs un dîner samedi prochain. Nous comptons sur ta présence. Il y aura quelques personnes charmantes, notamment Céline de Montclair. Tu te souviens d'elle ? » Benoît se souvenait effectivement de Céline de Montclair, une jeune veuve fortunée que Philippe et sa femme s'évertuaient à lui présenter depuis des mois, ignorant bien sûr les raisons pour lesquelles il évitait ce genre de rencontre. « Je ne pense pas pouvoir venir, Philippe. Tu sais que je ne suis pas très sociable. » « Justement, il est temps que cela change. Tu ne peux pas passer ta vie enfermée dans cette maison. À ton âge, tu devrais songer à fonder une famille, perpétuer le nom des Dufour. » Ils s'installèrent dans le salon rouge pour discuter affaires, mais Philippe ne cessait de revenir sur le sujet de la vie personnelle de Benoît. C'est au moment où Marcel apportait le thé qu'Élodie apparut dans l'encadrement de la porte, un aspirateur à la main. « Excusez-moi, monsieur Marcel, je pensais que cette pièce était libre. » Elle s'arrêta en voyant les 2 hommes, rougissant légèrement. « Pardonnez-moi, messieurs. Je reviendrai plus tard. » Mais Philippe s'était déjà levé, son regard scrutateur posé sur la jeune femme. « Et qui est cette charmante personne ?» demanda-t-il avec ce ton paternaliste qu'il adoptait avec les domestiques. « Mademoiselle Martin, notre nouvelle employée, » répondit Benoît, mal à l'aise. Philippe examina Élodie de la tête aux pieds avec une attention qui mit Benoît mal à l'aise. Il y avait dans ce regard quelque chose de calculateur, comme s'il évaluait une situation. « Enchanté, mademoiselle, » dit Philippe avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Depuis quand travaillez-vous ici ? » ?»« Depuis quelques semaines, monsieur. »« Et vous vous plaisez dans cette maison ?» Élodie lança un regard rapide vers Benoît qui semblait tendu. « Oui, monsieur, c'est un très bel endroit de travail, j'imagine. Mon cousin sait s'entourer de personnel de qualité. » Il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer ces mots qui mit Élodie mal à l'aise. Elle sentait un sous-entendu qu'elle ne parvenait pas à saisir. « Ou, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail qui m'attend. » Après son départ, Philippe se rassit avec un sourire énigmatique. « Jolie fille, » commenta-t-il négligemment. « Un peu jeune peut-être, mais rafraîchissante. » Benoît serra les poings. « Philippe, cette conversation... » « Oh, ne t'inquiète pas, cousin, je ne juge personne. Nous avons tous nos besoins. Tant que cela reste discret, bien sûr. » « De quoi parles-tu » Philippe éclata de rire. « Allons, Benoît, tu crois vraiment que je n'ai pas remarqué la façon dont tu la regardes ? Et elle, d'ailleurs, il y a quelque chose entre vous. C'est évident. » Benoît sentit le sang lui monter aux joues. « Tu divagues complètement. »
Vraiment? Philippe se pencha vers lui, conspiratué. Écoute, je comprends. Une jolie domestique, disponible, reconnaissante. C'est un arrangement classique. Mais attention aux complications, mon vieux. Ces filles-là peuvent parfois se faire des idées. Philippe, dit Benoît d'une voix dangereusement calme, je te conseille de changer de sujet. Immédiatement. Philippe leva les mains en signe de paix, mais son sourire resta moqueur. Du calme. Je dis juste qu'il faut être prudent. Notre famille a une réputation à préserver. Imagine si les journaux apprenaient qu'un Dufour entretient une liaison avec sa femme de ménage. Il n'y a aucune liaison. Bien sûr, bien sûr. Philippe consulta sa montre. Bon, il faut que j'y aille. Réfléchis pour samedi, Benoît, et sois prudent. Après son départ, Benoît resta seul dans le salon rouge, bouleversé. Les insinuations de Philippe l'avaient atteint au cœur, non pas parce qu'elles étaient insultantes, mais parce qu'elles révélaient la réalité crue de sa situation. Aux yeux du monde, s'il y avait effectivement quelque chose entre Élodie et lui, ce ne pourrait être qu'une liaison sordide entre un patron et sa domestique. Dans l'escalier, Élodie avait tout entendu. Les mots de Philippe résonnaient dans sa tête comme des gifles. Arrangement classique. Ces filles-là, liaison avec sa femme de ménage. Elle comprenait maintenant ce qu'elle avait pressenti dans le regard de cet homme, le mépris déguisé en politesse. Les larmes aux yeux, elle réalisa que sa conversation avec Benoît de la semaine précédente avait été prophétique. Leur monde était décidément trop différent, et elle venait d'avoir un avant-goût de ce qui l'attendrait si elle se laissait aller à ses sentiments naissants. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait. Malgré ses résolutions, malgré sa prudence, elle était en train de tomber amoureuse de Benoît Dufour. Et cette révélation, au lieu de la réjouir, ne fit qu'accentuer sa détermination à maintenir ses distances. Certains fossés, songea-t-elle amèrement, sont trop larges pour être franchis. Ce soir-là, Élodie rentra chez elle le cœur lourd. L'appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère, dans la Croix-Rousse, lui parut encore plus petit et modeste qu'à l'ordinaire, après avoir passé la journée dans la splendeur de la demeure Dufour. Marguerite l'attendait dans la cuisine, tricotant près de la vieille radio qui diffusait les informations. « Bonsoir, ma chérie », dit la vieille dame en levant les yeux de son ouvrage. « Tu as l'air soucieuse. Quelque chose ne va pas ?» Élodie embrassa sa grand-mère et s'assit en face d'elle, fatiguée. « Grand-mère, est-ce que tu crois qu'on peut vraiment s'élever au-dessus de sa condition ?» Marguerite posa son tricot et observa sa petite fille avec attention. À 78 ans, elle avait suffisamment vécu pour reconnaître les tourments du cœur. Voilà une question bien philosophique pour un mardi soir. Cela a-t-il un rapport avec ton nouveau travail? Élodie hésita. Comment expliquer à sa grand-mère qu'elle était en train de tomber amoureuse de son patron millionnaire? Comment lui dire qu'un homme comme Benoît Dufour semblait s'intéresser à elle? Il y a quelqu'un, grand-mère. Quelqu'un de bien mais qui vit dans un monde complètement différent du nôtre. Marguerite sourit avec tendresse. Ah, je vois. Et tu te demandes si l'amour peut franchir les barrières sociales? Quelque chose comme ça. La vieille dame se leva pour préparer du thé, ses gestes lents mais précis. Tu sais, ma chérie, quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans les soieries pour une famille bourgeoise, les Beaumont. Monsieur Paul était le fils aîné, un jeune homme cultivé et gentil. Nous nous sommes rapprochés. Élodie leva les yeux, surprise. Sa grand-mère n'avait jamais mentionné cette histoire. Que s'est-il passé? Il m'aimait sincèrement, j'en suis sûr. Et moi aussi, je l'aimais. Mais sa famille... Marguerite soupira. Ils ont fait pression sur lui. Ils lui ont dit qu'il ruinerait sa réputation, son avenir. Et finalement, il a cédé. Il a épousé une fille de bonne famille. Et moi, j'ai épousé ton grand-père quelques années plus tard. Tu regrettes? Non, répondit Marguerite fermement. J'ai eu une belle vie avec ton grand-père et nous avons eu ton père. Mais elle marqua une pause. Mais je regrette de ne pas avoir laissé Paul se battre pour notre amour. J'ai pris la décision à sa place, par peur, par fierté mal placée. Élodie absorba ses paroles en silence. Ce que je veux dire, ma chérie, c'est que l'amour véritable ne connaît pas de classe sociale. Le problème, ce ne sont pas les sentiments, c'est le regard des autres. Et parfois, ce regard peut être si lourd qu'il écrase même les plus beaux amours. Alors que me conseilles-tu?
Marguerite prit les mains de sa petite fille dans les siennes. Je te conseille d'être honnête avec toi-même et avec lui. Si cet homme t'aime vraiment, il sera prêt à affronter n'importe quoi pour toi. Et si toi, tu l'aimes, tu dois lui laisser cette chance. Ne fais pas comme moi, ne décide pas pour deux. Pendant ce temps, dans sa demeure silencieuse, Benoît faisait les 100 pas dans son bureau. Les mots de Philippe résonnaient encore dans sa tête, mais pas de la façon que son cousin avait espéré. Au lieu de le dissuader, ils avaient cristallisé ses sentiments pour Élodie. Il se dirigea vers son secrétaire et sortit du papier à lettres. Puis, après un moment d'hésitation, il commença à écrire « Chère Élodie, je sais que vous souhaitez garder vos distances et je respecte votre volonté. Mais après la visite de mon cousin cet après-midi, je ne peux pas rester silencieux plus longtemps. Les insinuations de Philippe m'ont blessé, non pas parce qu'elles me concernaient, mais parce qu'elles vous concernaient. J'ai réalisé que si nous continuons ainsi, vous serez toujours exposé à ce genre de commentaires, à ces regards méprisants. Je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi, mais je ne veux pas non plus vous perdre. Vous êtes devenu... Non, vous avez toujours été bien plus qu'une employée. Vous êtes la personne qui m'a redonné goût à la vie, qui m'a fait découvrir que j'étais capable d'avoir des sentiments normaux. Je comprends vos réticences concernant nos différences sociales. Elles sont réelles, et je ne les minimise pas, mais je vous demande de me laisser une chance de vous prouver que notre relation peut dépasser ces barrières. Si vous acceptez, j'aimerais vous emmener dîner quelque part où nous pourrons parler librement, loin des regards et des jugements. Pas comme un patron avec son employé, mais comme deux personnes qui apprennent à se connaître. Réfléchissez-y, je vous en prie. Et si votre réponse est non, je respecterai votre décision et nous continuerons comme vous le souhaitez. Avec tout mon respect et mon affection, Benoît. Il plia la lettre et la glissa sous la porte de la petite salle où Élodie rangeait ses affaires avec l'intention qu'elle la trouve le lendemain matin. Cette nuit-là, ni Benoît ni Élodie ne trouvèrent le sommeil. Chacun de leur côté, ils réfléchissaient aux paroles qui avaient été échangées, aux sentiments qui grandissaient malgré eux et aux obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Dans le petit appartement de la Croix-Rousse, Élodie regardait par la fenêtre les lumières de Lyon qui scintillaient au loin. Quelque part dans cette ville, un homme souffrait de solitude, un homme qui avait trouvé en elle une forme de guérison. Avait-elle le droit de lui tourner le dos par orgueil ? Dans la grande demeure de la rue des Marronniers, Benoît contemplait les mêmes lumières depuis sa fenêtre. Il pensait à une jeune femme courageuse qui se battait chaque jour pour sa famille, qui voyait la beauté dans les choses simples, qui l'avait fait se sentir humain pour la première fois depuis des années. L'aube les trouva tous les deux à leur poste d'observation, conscients que le lendemain apporterait peut-être une réponse qui changerait le cours de leur existence. Le lendemain matin, Élodie découvrit la lettre de Benoît en arrivant au travail. Elle la lut 3 fois avant de pouvoir pleinement absorber son contenu. Les mots étaient choisis avec soin, empreints d'une sincérité qui la touchait profondément. Mais c'était surtout la vulnérabilité qu'elle percevait entre les lignes qui fit vaciller ses résolutions. Elle passa la matinée à tourner et retourner la proposition dans sa tête tout en accomplissant ses tâches. Benoît, respectueux de sa demande de distance, ne chercha pas à la croiser, mais elle sentait sa présence dans la maison comme une tension électrique. Vers midi, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, Marcel apparut dans l'encadrement de la porte. « Mademoiselle Martin, puis-je vous parler un instant ?» Élodie hocha la tête, intriguée par le ton solennel du majordome. « Voilà 20 ans que je sers la famille Dufour », commença Marcel en fermant la porte derrière lui. « J'ai vu monsieur Benoît grandir, j'ai été témoin de ses joies et de ses peines, et je ne l'ai jamais vu aussi vivant que depuis votre arrivée. » Élodie rougit légèrement. « Monsieur Marcel, laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Marcel s'approcha, ses yeux bienveillants posés sur elle. « Cet homme a souffert d'une solitude que vous ne pouvez pas imaginer. Sa condition, elle l'a coupé du monde, des relations humaines les plus basiques. Quand je l'ai vu capable de rester près de vous sans aucun symptôme, j'ai cru à un miracle. Que voulez-vous que je fasse? Donnez-lui une chance, pas par pitié, mais parce que je vois bien que vous aussi, vous éprouvez quelque chose pour lui. » Élodie baissa les yeux. « C'est compliqué, monsieur Marcel. L'amour l'est toujours, mademoiselle. Mais je peux vous assurer d'une chose.
Monsieur Benoît n'est pas homme à jouer avec les sentiments. S'il vous fait une proposition, c'est qu'il est sincère. Après le départ de Marcel, Élodie prit sa décision. En fin d'après-midi, elle glissa une petite note sous la porte du bureau de Benoît. « Monsieur Dufour, j'accepte votre proposition de dîner. Mais j'ai mes conditions. Un endroit simple, pas trop luxueux, où je ne me sentirai pas déplacé. Et cette soirée ne doit rien changer à notre relation professionnelle. » Élodie Benoît trouva le message en rentrant de ses rendez-vous d'affaires. Son cœur fit un bond, et pour la première fois depuis des semaines, un vrai sourire illumina son visage. Le samedi suivant, Benoît attendait Élodie devant un petit bistrot traditionnel des pentes de la Croix-Rousse, un établissement familial qu'elle avait choisi parce qu'elle s'y sentait à l'aise. Quand elle apparut au coin de la rue, il retint son souffle. Elle portait une simple robe bleu marine et un cardigan en laine, mais elle était rayonnante. « Bonsoir, Élodie, vous êtes magnifique. »« Bonsoir, Benoît. » Elle prononça son prénom avec hésitation, peu habituée à cette familiarité. Le restaurant chez Mère Jacqueline était exactement ce qu'elle avait espéré. Authentique, chaleureux, sans prétention. La patronne, une femme ronde et souriante, les installa à une table près de la fenêtre, d'où l'on pouvait voir les lumières de Lyon scintiller en contrebas. « Je dois avouer que c'est la première fois que je dîne dans ce quartier, » admit Benoît, en regardant autour de lui. « C'est vivant, c'est chez moi, » répondit simplement Élodie. « Ma grand-mère habite à 2 rues d'ici. » Au début, la conversation fut un peu guindée, chacun naviguant prudemment dans ce nouveau territoire. Mais peu à peu, l'atmosphère se détendit. Benoît posa des questions sur la vie d'Élodie, sur son enfance, ses rêves, ses peurs. Il l'écoutait avec une attention si intense qu'elle en était troublée. « Parlez-moi de votre allergie, » dit-elle soudain, surprise par sa propre audace. « Comment cela a-t-il commencé ?» Benoît posa sa fourchette, son visage se fermant légèrement. « C'est arrivé après la mort de ma mère. J'avais 25 ans. Elle est morte d'un cancer. Et pendant ces derniers mois, j'ai vu défiler un cortège d'infirmières, de médecins femmes, d'amis de la famille, toutes ces femmes qui gravitaient autour de sa souffrance, et moi qui ne pouvais rien faire pour la sauver. » Sa voix se brisa légèrement. « Après sa mort, j'ai commencé à développer ces réactions. Les médecins disent que c'est psychosomatique, que mon cerveau associe la présence féminine à la douleur, à l'impuissance. C'est stupide, mais ce n'est pas stupide. » L'interrompit doucement Élodie. « La douleur fait parfois des choses étranges à notre corps. » Ils continuèrent à parler jusqu'à tard dans la soirée. Benoît découvrait une femme d'une intelligence remarquable, malgré son manque d'éducation formelle. Élodie, de son côté, voyait au-delà de la fortune un homme sensible, blessé, qui avait construit des murailles pour se protéger. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi suis-je la seule à ne pas provoquer vos symptômes ?» Benoît la regarda longuement avant de répondre. « Je pense que c'est parce que vous n'attendez rien de moi. Toutes les autres femmes que j'ai rencontrées voulaient quelque chose. Mon argent, mon statut, mon nom. Vous êtes juste, vous, authentique, sans calcul, et peut-être que mon corps le ressent. » Quand ils sortirent du restaurant, la nuit était tombée sur Lyon. Benoît proposa de la raccompagner, mais Élodie déclina poliment. « J'ai passé une très belle soirée, Benoît, vraiment. Mais je ne sais toujours pas où cela nous mène. Nous sommes si différents. » Benoît s'approcha d'elle, assez près pour sentir son parfum discret. « Élodie, je ne vous demande pas de révolutionner votre vie du jour au lendemain. Je vous demande juste du temps, le temps d'apprendre à nous connaître vraiment, le temps de voir si ce que nous ressentons peut grandir. » Elle le regarda dans les yeux, troublée par l'intensité de son regard. « D'accord, » murmura-t-elle, « du temps. » Il sourit et, impulsivement, porta sa main à ses lèvres pour un baiser délicat. Sa peau était douce et tiède, et il ne ressentit aucune des réactions qui l'avaient hanté pendant tant d'années. « Bonne nuit, Élodie. »« Bonne nuit, Benoît. » Elle s'éloigna dans la nuit, et Benoît resta là, à regarder sa silhouette disparaître dans les ruelles de la Croix-Rousse. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que l'avenir pouvait réserver de belles surprises. Dans son petit appartement, Élodie s'appuya contre la porte, le cœur battant.
Elle portait encore sur sa main la sensation de ce baiser délicat. Malgré toutes ses réticences, malgré tous les obstacles qu'elle pouvait prévoir, elle ne pouvait plus nier l'évidence. Elle était en train de tomber irrémédiablement amoureuse de Benoît Dufour. Et cette réalisation, loin de l'effrayer, l'emplissait d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. Les semaines qui suivirent ce premier dîner furent marquées par une transformation subtile mais perceptible dans la dynamique entre Benoît et Élodie. Leurs conversations devinrent plus libres, leurs regards plus appuyés, et Marcel ne put s'empêcher de remarquer que l'atmosphère de la maison avait changé. Il y avait maintenant de la musique dans les gestes d'Élodie, et Benoît semblait avoir retrouvé une vitalité qu'il avait perdue depuis des années. Ils prirent l'habitude de ces dîners hebdomadaires, explorant ensemble les petits restaurants authentiques de Lyon. Benoît découvrait une ville qu'il n'avait jamais vraiment connue, celle des bouchons traditionnels et des bistrots de quartier, tandis qu'Élodie s'ouvrait peu à peu à cet homme qui, derrière sa fortune, cachait une sensibilité remarquable. Ce fut lors de leur 4e sortie, dans un restaurant près des Halles de Lyon, que les choses se compliquèrent. Ils finissaient de dîner quand Élodie aperçut une silhouette familière à l'entrée du restaurant. Son cœur se serra. C'était Sylvie Moreau, une ancienne collègue de l'agence de nettoyage, connue pour sa langue bien pendue et son goût pour les commérages. « Élodie, Élodie Martin !» s'exclama Sylvie en s'approchant de leur table, les yeux écarquillés de surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Élodie sentit ses joues s'empourprer. « Bonsoir Sylvie, nous dînions juste... » Le regard de Sylvie passa d'Élodie à Benoît, puis de nouveau à Élodie, et son expression changea. Elle avait reconnu l'homme élégant pour l'avoir vu dans les journaux économiques. « Ne me dis pas que c'est... » Elle baissa la voix, mais pas assez. « C'est ton patron millionnaire, celui pour qui tu travailles maintenant ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Benoît se leva poliment. « Benoît Dufour !» se présenta-t-il en tendant la main, que Sylvie serra avec un empressement évident. « Sylvie Moreau, enchantée de vous rencontrer, monsieur Dufour. » Elle savoura le nom comme un bonbon rare. « Élodie et moi, nous nous connaissons depuis longtemps, n'est-ce pas, Élodie ?» Élodie hocha la tête mal à l'aise. Elle voyait déjà les rouages tourner dans l'esprit de Sylvie, calculant la valeur de cette information sur le marché du commérage. « Bien, » dit Benoît en posant de l'argent sur la table. « Nous allions justement partir. »« Élodie ?» Ils sortirent du restaurant sous le regard brûlant de curiosité de Sylvie. Une fois dehors, Élodie éclata. « Je suis désolé, Benoît. Je n'aurais jamais pensé... Vous n'avez rien à vous reprocher. » Mais elle pouvait voir qu'il était troublé. « Vous ne comprenez pas. Sylvie va raconter à tout le monde qu'elle nous a vus ensemble. D'ici demain, tout le quartier saura que la petite Élodie Martin dîne avec le riche monsieur Dufour. » Benoît s'arrêta de marcher. « Et alors, nous n'avons rien fait de mal. » Benoît, Élodie le regarda avec une expression douloureuse. « Vous ne connaissez pas mon monde. Les gens vont dire que je couche avec vous pour de l'argent, que je suis une arriviste, une... » Elle ne put finir sa phrase, trop blessée par l'anticipation de ses jugements. « Peu m'importe ce qu'ils disent. »« Eh bien moi, cela m'importe, » s'écria-t-elle. « J'ai ma fierté, Benoît, et ma grand-mère. Oh, qu'est-ce qu'elle va penser quand les voisines viendront lui rapporter les ragots ?» Le lendemain matin, les craintes d'Élodie se matérialisèrent plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. En arrivant au travail, elle trouva Marcel qui l'attendait avec une expression grave. « Mademoiselle Martin, il faut que nous parlions. » Il la conduisit dans le petit salon et ferma la porte. « Monsieur Dufour a reçu un appel ce matin, de Madame Rousseau, la banquière. Elle souhaitait vérifier certaines rumeurs qui circulaient à votre sujet. » Élodie sentit son estomac se nouer. « Quel genre de rumeurs ? » Des rumeurs selon lesquelles Monsieur Dufour entretiendrait une liaison avec une employée de maison. Mon Dieu, ce n'est pas tout. Monsieur Philippe a également appelé. Il semblait, amusé par la situation. Il a mentionné que plusieurs personnes lui avaient déjà rapporté l'information. Élodie s'assit lourdement. En une nuit, sa relation naissante avec Benoît était devenue l'objet de tous les ragots de Lyon. Où est Monsieur Dufour ? Dans son bureau. Il n'a pas très bien pris ses appels. Élodie monta à l'étage et frappa à la porte du bureau. Benoît était debout devant la fenêtre, le dos tourné.
Entrez !» Sa voix était tendue. « Benoît !» Il se retourna, et elle fut frappée par son expression douloureuse. « Ils disent que vous êtes ma maîtresse, qu'en échange de vos faveurs, je vous paie grassement et que je vous entretiens. » Élodie encaissa le coup. « Je vois. Sophie Rousseau m'a dit qu'elle comprenait que j'ai des besoins, mais qu'elle espérait que je serais discret à l'avenir pour préserver ma réputation. Mon propre cousin trouve la situation divertissante. » Le silence s'étira entre eux, lourd de toutes les implications de cette nouvelle réalité. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» demanda finalement Élodie. Benoît la regarda longuement. « Je veux continuer. Je veux affronter leur ragot, leur jugement, leur mépris, parce que ce que je ressens pour vous vaut tous les scandales du monde. Et moi, est-ce que je n'ai pas mon mot à dire? Bien sûr que si. Que voulez-vous, vous ?» Élodie se battait contre les larmes. « Je veux que nous puissions nous aimer en paix, sans avoir à justifier nos sentiments devant le monde entier. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Peut-être que si. Si nous sommes assez forts, assez déterminés. » Benoît, l'interrompit-elle doucement. « Regardez-moi, vraiment, je suis une fille de la Croix-Rousse, sans éducation, sans fortune, sans relation. Vous êtes un Dufour. Nous ne pouvons pas gagner contre tout un monde. Alors que proposez-vous » La question resta en suspens, car tous deux connaissaient déjà la réponse. La réalité venait de les rattraper, plus cruelle et plus implacable qu'ils ne l'avaient imaginé. Dans le silence de ce bureau luxueux, deux cœurs se brisaient en même temps, victimes d'un monde qui ne pardonnait pas à l'amour de franchir les frontières sociales. Et pourtant, ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à capituler. Pas encore. Les jours qui suivirent furent éprouvants pour Élodie. Les ragots s'étaient répandus comme une traînée de poudre dans tout Lyon, amplifiant et déformant la réalité au passage. Dans son quartier de la Croix-Rousse, elle ne pouvait plus faire un pas sans sentir les regards pesants et entendre les chuchotements sur son passage. La petite Martin qui se donne des airs maintenant, on dit qu'elle se pavane dans les grands restaurants avec son millionnaire. Pauvre Marguerite, avoir une petite fille qui se vend comme ça. Ce fut cette dernière remarque, entendue chez le boulanger, qui la blessa le plus profondément. Sa grand-mère n'avait encore rien dit, mais Élodie voyait bien que les commérages du quartier l'atteignaient. Un soir, en rentrant du travail, elle trouva Marguerite assise dans son fauteuil habituel, mais son tricot était abandonné sur ses genoux et son regard était pensif. « Grand-mère, tout va bien ?» Marguerite leva les yeux vers sa petite fille et lui fit signe de s'asseoir. « Élodie, ma chérie, il faut que nous parlions. » Le cœur d'Élodie se serra. Elle s'était préparée à cette conversation depuis des jours. « Les gens parlent, » commença doucement Marguerite. « Ils disent des choses pas très gentilles. Je sais, grand-mère, je suis désolée. » « De quoi es-tu désolée? D'avoir trouvé quelqu'un qui te rend heureuse ?» Cette réaction surprit Élodie. Elle s'était attendue à des reproches, pas à de la compréhension. « Tu n'es pas en colère ?» Marguerite sourit tristement. « Ma chérie, j'ai 78 ans. J'ai vu 2 guerres, j'ai traversé la pauvreté, j'ai perdu mon mari et mon fils. Crois-tu vraiment que les ragots de quelques bonnes femmes jalouses m'impressionnent ?» Elle prit la main d'Élodie dans la sienne. « Ce qui m'inquiète, c'est toi. Tu as l'air malheureuse et ce n'est pas normal quand on est amoureuse. C'est compliqué, grand-mère. L'amour l'est toujours. Mais dis-moi, cet homme, il te respecte? Il te traite bien? » « Oui, » répondit Élodie sans hésitation. « Il est merveilleux avec moi. Alors le reste n'a pas d'importance. Fais-moi confiance, ma petite. J'ai assez vécu pour savoir que l'amour véritable ne se présente pas si souvent. Quand il arrive, il faut le saisir, peu importe ce que disent les autres. » Pendant ce temps, chez les Dufour, Benoît affrontait ses propres démons. Les pressions sociales s'intensifiaient chaque jour. Philippe avait organisé un déjeuner familial pour discuter de la situation, et plusieurs membres influents du conseil d'administration de l'entreprise avaient fait savoir leurs préoccupations concernant l'image de leur PDG. Ce matin-là, Benoît reçut un appel qui le fit exploser de colère. « Monsieur Dufour ?» C'était la voix de Monsieur Chevalier, le patron de l'agence de nettoyage. « Oui, je me permets de vous appeler concernant mademoiselle Martin. J'ai
J'ai eu des retours de clients qui s'inquiètent de sa réputation. Je me vois dans l'obligation enfin, je pense qu'il serait préférable qu'elle ne travaille plus pour notre agence. Benoît serra le poing. Vous êtes en train de la licencier à cause de ragots? Monsieur Dufour, vous comprenez ma position, l'image de l'entreprise, votre image. La voix de Benoît était glaciale. Sachez, monsieur Chevalier, qu'Élodie Martin est la femme la plus intègre et la plus travailleuse que j'ai jamais rencontrée. Si vous la licenciez, non seulement je romps immédiatement notre contrat, mais je m'assurerai que tous mes relations d'affaires soient informées de votre manque de loyauté envers vos employés. Il y eut un silence au bout du fil. Bien sûr, monsieur Dufour, j'ai peut-être été précipité. Mademoiselle Martin peut bien sûr continuer à travailler pour nous. Après avoir raccroché, Benoît resta immobile un long moment. La colère lui donnait de la force, mais elle ne résolvait pas le problème de fond. Élodie était en train de devenir une paria dans son propre monde à cause de lui. Il la trouva dans la bibliothèque, époussetant mécaniquement les mêmes étagères pour la 3e fois. Elle sursauta quand il entra. « Élodie, il faut que nous parlions. » Elle posa son chiffon et se tourna vers lui. Il fut frappé par la tristesse qu'il lut dans ses yeux. « Je sais ce que vous allez dire, » murmura-t-elle, « que c'est trop compliqué, que nous devrions arrêter avant que cela empire. » Non, sa réponse ferme la surpris. « Je vais vous dire exactement le contraire. » Il s'approcha d'elle, assez près pour voir les reflets dorés dans ses yeux verts. « Élodie, je vous aime. » Ces mots, prononcés avec une intensité bouleversante, la firent trembler. « Et je refuse de laisser une bande de bourgeois hypocrites et de commères malveillantes détruire ce que nous avons. » Benoît. « Non, laissez-moi finir. Je sais que c'est difficile pour vous. Je sais que vous souffrez des ragots, des regards, des jugements. Mais je vous demande de me faire confiance, de nous faire confiance. Comment? Comment peut-on lutter contre tout un monde ?» Benoît prit ses mains dans les siennes, remarquant une fois de plus qu'aucune réaction allergique ne se manifestait, en montrant à ce monde que notre amour est plus fort que leurs préjugés, en assumant notre relation publiquement, avec fierté, en refusant de nous cacher comme si nous avions quelque chose à nous reprocher. Élodie le regarda avec un mélange d'admiration et de terreur. « Vous vous rendez compte de ce que vous proposez ? Vous risquez votre réputation, votre position sociale, peut-être même votre entreprise. Et vous risquez quoi? Votre travail, votre tranquillité, les regards de vos voisins. » Il sourit tristement. « Nous avons tous les deux quelque chose à perdre, Élodie. Mais nous avons surtout quelque chose d'inestimable à gagner. » Quoi? La possibilité d'être heureux ensemble. Vraiment heureux. Sans nous cacher, sans avoir honte, sans mentir. Élodie ferma les yeux, pesant le pour et le contre de cette proposition audacieuse. Puis, elle les rouvrit et vit dans le regard de Benoît un amour si pur, si sincère, qu'elle comprit qu'elle était prête à tout affronter pour le préserver. « D'accord, » chuchota-t-elle, « mais vous devez me promettre une chose, tout ce que vous voulez. Si un jour vous regrettez ce choix, si les pressions deviennent trop fortes, promettez-moi que vous me le direz. Je ne veux pas être un boulet dans votre vie. » Benoît l'attira contre lui et pour la première fois l'embrassa vraiment. Un baiser tendre et passionné qui scellait leur décision de défier ensemble un monde hostile. « Je vous promets, » murmura-t-il contre ses lèvres, « que je ne regretterai jamais de vous avoir choisi. » À cet instant, ils ignoraient encore que leur plus grande épreuve les attendait au coin de la rue, sous la forme d'un événement qui allait mettre leur amour et leur détermination à l'épreuve la plus sévère. 2 semaines après leur décision de s'afficher publiquement, Benoît et Élodie n'avaient encore pris aucune mesure concrète. Ils continuaient de se voir en secret, partageant des moments volés dans la grande demeure ou lors de promenades discrètes dans les parcs de Lyon. Mais l'occasion de révéler leur relation au grand jour allait se présenter d'elle-même, de la manière la plus inattendue. Ce vendredi soir, la Chambre de commerce de Lyon organisait son gala annuel au Grand Hôtel-Dieu, un événement prestigieux qui rassemblait tout le gratin économique et social de la région. Benoît, en tant que PDG des Vignobles Dufour, était attendu à cette soirée, mais il avait prévu de s'éclipser tôt pour retrouver Élodie. Le destin en décida autrement.
Vers 20 heures, alors qu'Élodie était chez elle avec sa grand-mère, elle reçut un appel affolé de Marcel. « Mademoiselle Martin, il faut que vous veniez immédiatement. »« Que se passe-t-il, Marcel ?»« Monsieur Dufour, il a eu un malaise au gala, il fait une crise d'angoisse terrible. Les médecins sont avec lui, mais il ne cesse de réclamer votre présence. » Élodie n'hésita pas une seconde. « J'arrive tout de suite. » Elle enfila rapidement sa plus belle robe, une simple robe noire qu'elle gardait pour les occasions spéciales, et se précipita vers le centre-ville. Le trajet en taxi lui parut interminable, son cœur battant d'inquiétude pour Benoît. Le grand hôtel-Dieu était illuminé et grouillé d'invités en tenue de soirée. Élodie, consciente de détonner complètement dans ce décor fastueux, demanda après Benoît Dufour à l'accueil. On la dirigea vers une suite au premier étage, transformée en infirmerie de fortune. Elle trouva Benoît allongé sur un canapé, entouré de 2 médecins et de Marcel. Son visage était livide, ses mains tremblaient, et sa respiration était saccadée. Dès qu'il la vit, ses yeux s'éclairèrent. Élodie, elle se précipita vers lui, prenant ses mains dans les siennes, sans se soucier du regard surpris des médecins. « Je suis là, Benoît. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sophie Rousseau. Elle m'a coincé dans un angle du salon. Elle s'est approchée très près. Elle m'a touché le bras en parlant d'une possible association entre nos entreprises. Et soudain, il ferma les yeux. Soudain, tous les symptômes sont revenus, pire qu'avant, comme si mon corps me punissait d'avoir osé croire que j'étais guéri. Élodie comprit immédiatement. La proximité d'Élodie l'avait habituée à ne plus réagir aux femmes en général. Mais le stress de la soirée et le contact imposé de Sophie avaient déclenché une crise plus violente que jamais. « Docteur » demanda-t-elle au médecin le plus âgé, « comment va-t-il ?»« Sa tension s'est stabilisée depuis que vous êtes arrivé, » répondit l'homme avec curiosité. « Vous êtes de la famille ?» Avant qu'Élodie puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Philippe Dufour entra, suivi de Sophie Rousseau et de plusieurs autres invités du gala qui avaient apparemment décidé de venir aux nouvelles. « Benoît, mon pauvre cousin, comment te sens-tu » Philippe s'arrêta net en voyant Élodie. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Le silence qui suivit fut électrique. Sophie Rousseau dévisageait Élodie avec un mélange de stupéfaction et de mépris, tandis que les autres invités chuchotaient entre eux. « Elle » commença Marcel, embarrassé. « Elle est là parce que je l'ai demandé, » dit Benoît d'une voix faible mais ferme. « Élodie est la femme que j'aime. » Un silence de mort accueillit cette déclaration. Sophie Rousseau pâlit, Philippe écarquilla les yeux, et les murmures des invités cessèrent instantanément. « Benoît, » intervint Philippe d'une voix tendue, « tu n'es pas en état de... »« Si, je suis parfaitement en état. » Benoît se redressa péniblement, s'appuyant sur Élodie. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Élodie Martin, la femme qui a bouleversé ma vie. » L'atmosphère dans la pièce était devenue glaciale. Sophie Rousseau fut la première à briser le silence. « Benoît, j'espère que tu réalises ce que tu es en train de faire. Cette personne n'était qu'une domestique. Tu ne peux pas sérieusement envisager... » « Cette personne, » l'interrompit Benoît d'une voix cinglante, « a plus de noblesse d'âme que vous n'en aurez jamais, Madame Rousseau. Et si ma condition sociale vous pose problème, libre à vous de quitter cette pièce. » Sophie Rousseau recula comme si elle avait été giflée. Plusieurs invités échangèrent des regards choqués, et Philippe semblait au bord de l'apoplexie. « Benoît, tu ne peux pas faire cela à notre famille, » implora-t-il. « Pense à l'entreprise, à notre réputation. »« J'y pense justement, » répliqua Benoît en se levant, toujours soutenu par Élodie. « Et je pense que notre famille a besoin d'un peu d'humanité. Élodie m'a appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque ou à son nom de famille. » Un des invités, un homme âgé qu'Élodie reconnut comme étant un membre éminent du conseil d'administration des Vignobles Dufour, s'avança. « Monsieur Dufour, j'espère que vous mesurez les conséquences de vos paroles. Le conseil d'administration ne pourra pas ignorer cette situation. » Benoît le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Bertrand, l'entreprise se porte admirablement bien sous ma direction, et mes choix personnels ne regardent que moi. Si le Conseil souhaite remettre en question ma gestion pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les affaires, libre à lui de le faire. » Élodie,
qui avait assisté à cette joute verbale en silence, sentit que le moment était venu de prendre la parole. « Messieurs, dames, dit-elle d'une voix claire malgré son émotion, je comprends votre surprise et même votre réprobation. Effectivement, je ne suis qu'une femme de ménage, je n'ai pas vos diplômes, votre éducation, votre fortune. Mais j'aime Benoît pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède, et si cet amour vous dérange, c'est votre problème, pas le nôtre. » Sa dignité et sa sincérité produisirent un effet saisissant. Même les plus hostiles semblèrent touchés par cette déclaration simple mais profonde. Philippe, voyant que la situation lui échappait, tenta une dernière manœuvre. « Benoît, au moins, garde cela privé. Ne transforme pas notre nom en spectacle public. »« Il est trop tard pour cela, » répondit calmement Benoît. « Tout Lyon parle déjà de nous, autant que ce soit pour les bonnes raisons. » Il se tourna vers Élodie, et devant toute l'assemblée médusée, il prit son visage entre ses mains et l'embrassa tendrement. « Je t'aime, Élodie Martin, et je veux que le monde entier le sache. » Dans cette suite du Grand Hôtel-Dieu, devant l'élite lyonnaise choquée, un millionnaire venait de déclarer publiquement son amour pour une femme de ménage. Les conséquences de ce geste audacieux allaient résonner dans toute la ville, mais pour Benoît et Élodie, seul comptait ce moment de vérité partagée. Leur secret était désormais au grand jour et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, Lyon se réveilla avec une nouvelle sensation. L'histoire de Benoît Dufour et d'Élodie Martin faisait la une de tous les journaux locaux. Le Progrès titrait « Le millionnaire et sa femme de ménage », un amour qui défie les conventions, tandis que Lyon-Capitale optait pour un plus sobre. Benoît Dufour officialise sa relation avec une employée. Dans le petit appartement de la Croix-Rousse, Élodie fixait les journaux étalés sur la table de cuisine avec un mélange de fascination et d'horreur. Sa photo, prise à son insu lors de la soirée de la veille, s'étalait en première page à côté de celle de Benoît. « Ma chérie, » dit doucement Marguerite en posant une tasse de thé devant elle, « comment te sens-tu » Élodie leva des yeux embués vers sa grand-mère. « J'ai l'impression d'être devenu un animal de cirque. Regardez ça, ils ont enquêté sur moi. Ils parlent de votre travail aux soieries, de la mort de mes parents, de nos difficultés financières. Ils ont fait de ma vie un feuilleton. Et qu'est-ce qu'ils disent de Monsieur Dufour ?» Élodie parcourut l'article. « Qu'il a toujours été un excentrique, qu'il souffre d'une condition médicale mystérieuse, qui l'empêche d'avoir des relations normales avec les femmes, que cette relation prouve qu'il a perdu la raison. » Son téléphone sonna. C'était Benoît. « Élodie, comment allez-vous » Comme quelqu'un qui découvre que sa vie privée est devenue du domaine public. « Et vous » Pareil. Sa voix était fatiguée. « Écoutez, Marcel va venir vous chercher dans 1 heure. Nous devons parler. Benoît, je ne sais pas si c'est une bonne idée que je vienne chez vous aujourd'hui. Il y a sûrement des journalistes. Justement, il faut que nous décidions ensemble de la marche à suivre. » Quand Élodie arriva rue des Marronniers, elle découvrit effectivement plusieurs photographes et journalistes qui attendaient devant la grille. Ils se précipitèrent vers la voiture de Marcel, mitraillant les vitres teintées de leurs appareils photo. « Mademoiselle Martin, pouvez-vous nous dire comment vous avez rencontré Monsieur Dufour? Est-il vrai que vous étiez sa domestique? Comptez-vous vous marier ?» Marcel réussit à franchir la grille et à la refermer rapidement, mais Élodie était bouleversée par cette meute agressive. Elle trouva Benoît dans son bureau, au téléphone, visiblement en pleine discussion orageuse. « Non, Philippe, je ne reviendrai pas sur mes déclarations. Oui, je sais que le cours de l'action a chuté ce matin. Non, cela ne changera rien à ma position. » Il raccrocha en voyant Élodie et se leva pour la prendre dans ses bras. « Comment était le voyage ?» « Épouvantable. Il y a une dizaine de journalistes devant votre maison. Je sais. Marcel a dû appeler la police pour qu'il reste sur la voie publique. Il la fit asseoir et prit place en face d'elle. Élodie, je dois vous dire quelque chose. Le conseil d'administration s'est réuni en urgence ce matin. » Son cœur se serra. « Et ils m'ont donné un ultimatum. Soit je mets fin à notre relation publiquement et je présente des excuses pour mon comportement erratique d'hier soir, soit ils engagent une procédure pour me démettre de mes fonctions de PDG. » Élodie encaissa le coup. « Mon Dieu, Benoît, à cause de moi, vous allez perdre votre entreprise. »
À cause d'eux, pas à cause de vous. Sa voix était ferme. Et je ne perdrai rien du tout. Que voulez-vous dire? Benoît sourit, et pour la première fois depuis 24 heures, ce sourire semblait sincère. J'ai passé la matinée au téléphone avec mon avocat et mon conseiller financier. Il se trouve que je possède 53% des parts de l'entreprise, héritage de mon père. Le conseil peut bien voter ce qu'il veut, il ne peut pas me démettre. Mais l'entreprise, si les investisseurs perdent confiance, l'entreprise se porte bien. Nos vins sont excellents, nos comptes sont dans le vert, et notre réputation commerciale est solide. Une histoire d'amour, même scandaleuse, ne changera pas la qualité de nos produits. Élodie se leva et se dirigea vers la fenêtre. En bas, elle pouvait voir les journalistes qui continuaient leur veillée. « Benoît, regardez ce cirque. C'est cela que vous voulez pour votre vie? Pour notre vie. » Il la rejoignit et posa ses mains sur ses épaules. « Ce cirque ne durera pas. Dans quelques semaines, les médias auront trouvé autre chose à se mettre sous la dent. Mais nous serons toujours là. Et si vous vous trompez, et si cela ne s'arrête jamais, alors nous apprendrons à vivre avec. Élodie, regardez-moi. » Elle se tourna vers lui, et il fut frappé par la vulnérabilité qu'il lut dans ses yeux. « Vous regrettez ?» demanda-t-elle dans un souffle. « De vous aimer? Jamais. De l'avoir dit publiquement? Pas une seconde. De vous avoir mise dans cette situation? Ça, oui, je le regrette. Vous ne méritiez pas d'être exposé ainsi. Alors que proposez-vous? » Benoît hésita un moment, puis prit une grande inspiration. « Je propose que nous partions. » « Partir? Où? Loin de Lyon, loin de ce monde qui nous juge. J'ai des propriétés dans le sud, en Provence. Nous pourrions nous installer là-bas, commencer une nouvelle vie. » Élodie le regarda avec surprise. « Et votre entreprise? Votre vie ici? » « Mon entreprise peut très bien fonctionner sans que je sois physiquement à Lyon tous les jours. Quant à ma vie ici... » Il balaya d'un geste la fenêtre et les journalistes en bas. « À quoi me sert une vie où je ne peux pas aimer librement? Et ma grand-mère? Elle viendra avec nous, bien sûr. Si elle le souhaite. » Élodie se tut, pesant cette proposition inattendue. Fuir. Était-ce la solution? Ou était-ce un aveu de défaite? « Benoît, dit-elle finalement, ne croyez-vous pas que partir maintenant reviendrait à donner raison à tous ceux qui disent que notre amour est impossible? » Il la regarda avec admiration. Même dans l'adversité, elle gardait cette force morale qui l'avait séduit dès le premier jour. « Que proposez-vous alors? De rester, de leur montrer que nous ne nous cachons pas, que nous n'avons pas honte, de vivre notre amour au grand jour ici, à Lyon, devant tout le monde. Même si cela signifie supporter leur mépris, leur ragot, leur hostilité, surtout si cela signifie cela. » Elle sourit, et ce sourire illumina tout son visage. « Après tout, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire de pire que nous séparer? Et cela, nous ne le permettrons jamais. » Benoît l'attira contre lui et l'embrassa passionnément. Dans ce baiser, il y avait tout l'amour qu'il éprouvait pour cette femme extraordinaire, mais aussi l'admiration pour son courage et sa détermination. Dehors, les journalistes continuaient leur vacarme, mais dans ce bureau, deux âmes avaient trouvé la paix dans leur décision commune. Ils affronteraient ensemble la tempête qui s'annonçait, tête haute et cœurs unis. L'amour venait de remporter sa première victoire contre l'adversité. Les semaines qui suivirent testèrent la résolution de Benoît et Élodie d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Ce n'étaient pas les grands éclats, les confrontations dramatiques ou les ultimatums qui se révélèrent les plus difficiles à surmonter, mais plutôt l'usure quotidienne d'une hostilité constante et sournoise. Élodie découvrit rapidement que sa décision de rester à Lyon avait un prix. En sortant de chez elle, elle croisait des regards fuyants ou au contraire trop insistants. Chez les commerçants du quartier, les conversations s'arrêtaient à son passage. Certains voisins qu'elle connaissait depuis l'enfance faisaient semblant de ne pas la voir. Un matin, en se rendant à la pharmacie pour acheter les médicaments de sa grand-mère, elle entendit deux femmes chuchoter derrière elle dans la queue. C'est elle, la fille qui a tapé dans l'œil du millionnaire. « Ma pauvre, tu as vu comme elle s'habille? Il va vite se lasser, crois-moi. » En attendant, elle se la coule douce, plus besoin de travailler pour vivre. Élodie serra les poings, mais ne se retourna pas.
Elle avait appris à ignorer ses commentaires, mais il la blessait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Chez les Dufour, l'atmosphère s'était également tendue. Plusieurs employés avaient donné leur démission, prétextant des raisons personnelles, mais ne trompant personne. Ceux qui restaient se montraient distants avec Élodie, ne sachant plus très bien comment la traiter. Un après-midi, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, Georges, le vieux jardinier, s'approcha d'elle. « Mademoiselle Élodie, dit-il avec son accent du terroir, je voulais vous dire, ce qu'on raconte sur vous, c'est pas juste. Moi, ça fait 30 ans que je travaille ici, et jamais j'ai vu Monsieur Benoît aussi heureux. » Cette marque de soutien inattendu émut profondément Élodie. « Merci, Georges, ça me va droit au cœur. Vous savez, continua le vieil homme, les gens, ils ont peur de ce qu'ils comprennent pas. Un homme riche qui tombe amoureux d'une fille simple, ça dérange leurs petites habitudes. Mais l'amour, c'est l'amour, ça se commande pas. » Du côté de Benoît, les pressions professionnelles s'intensifiaient. Plusieurs clients importants avaient annulé leurs commandes, officiellement pour des raisons logistiques, mais il était évident que sa vie privée y était pour quelque chose. Philippe multipliait les manœuvres pour ternir sa réputation auprès des actionnaires minoritaires. Un matin, Benoît reçut la visite inattendue de son banquier, M. Durand, un homme qu'il connaissait depuis des années. « Benoît, commença-t-il d'un ton embarrassé, je viens vous voir en ami autant qu'en banquier. Cette situation, elle commence à avoir des répercussions sur vos affaires. Quel genre de répercussions? Plusieurs partenaires financiers s'interrogent sur votre stabilité. Ils se demandent si ces changements dans votre vie personnelle ne présagent pas de décisions professionnelles erratiques. » Benoît se raidit. « Monsieur Durand, depuis que je dirige cette entreprise, nos bénéfices ont triplé et nous n'avons jamais eu un seul retard de paiement. En quoi ma vie sentimentale affecte-t-elle ma capacité de gestion? Ce n'est pas moi qui le dis, Benoît, mais vous savez comment fonctionne ce milieu. La confiance se base autant sur l'image que sur les résultats. » Cette conversation laissa Benoît amer et songeur. Le soir même, il en parla à Élodie alors qu'il dînait dans la petite salle à manger privée de la demeure. « Parfois, j'ai l'impression que nous nous battrons contre des moulins à vent toute notre vie, » soupira-t-il. Élodie posa sa main sur la sienne. « Vous voulez abandonner? » « Non !» Sa réponse fusa, catégorique. « Jamais. Mais je me demande si nous ne sous-estimons pas l'ampleur de la tâche. »« Benoît, » dit doucement Élodie, « ma grand-mère m'a raconté une histoire. L'autre jour, pendant la guerre, quand les Allemands occupaient Lyon, elle et ses collègues de l'usine avaient décidé de faire de la résistance passive. Rien de spectaculaire, juste refuser de courber l'échine, garder la tête haute, continuer à vivre normalement malgré l'oppression. Et alors, elle m'a dit que c'était ça, le vrai courage. Pas les actes héroïques qu'on voit dans les films, mais la détermination quotidienne à rester soi-même malgré l'adversité. » Benoît sourit. « Votre grand-mère est une femme remarquable. Elle vous aimerait beaucoup, vous savez. D'ailleurs, » Élodie hésita. « J'aimerais que vous la rencontriez officiellement. Pas comme mon patron, mais comme l'homme que j'aime. » Cette demande toucha profondément Benoît. Rencontrer la famille d'Élodie, c'était franchir une nouvelle étape dans leur relation. L'ancrer dans une réalité familiale et sociale. « J'en serais honoré. Quand souhaiteriez-vous que cela se fasse? Dimanche prochain? Pour le déjeuner? Parfait. » Ce dimanche-là, Benoît se présenta donc dans le petit appartement de la Croix-Rousse, un bouquet de fleurs à la main et une nervosité qu'il n'avait plus ressentie depuis l'adolescence. Marguerite l'accueillit avec cette simplicité chaleureuse qui caractérisait sa petite fille. « Alors, vous êtes le fameux Monsieur Dufour qui fait tourner la tête de ma petite fille? C'est plutôt elle qui fait tourner la mienne, Madame Martin. » Le déjeuner fut un moment de grâce. Marguerite raconta ses souvenirs de Lyon, de l'époque où la Croix-Rousse était le cœur battant de l'industrie textile française. Benoît découvrit une histoire passionnante de sa ville natale qu'il n'avait jamais apprise dans ses écoles privées. « Vous savez, Monsieur Dufour, » dit Marguerite en servant le café, « ma petite fille a toujours eu un cœur grand comme ça. Même enfant, elle ramenait tous les chats perdus du quartier. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait ramené un millionnaire égaré. » Benoît éclata de rire, séduit par l'humour et la perspicacité de la vieille dame.
J'ai effectivement l'impression d'avoir été perdu pendant des années, Madame Martin. Appelez-moi Marguerite, et puis vous n'êtes plus perdue maintenant. Ma petite fille, c'est comme un phare. Une fois qu'on l'a trouvée, on ne se perd plus jamais. » En repartant de ce déjeuner, Benoît avait le cœur léger. Pour la première fois depuis des semaines, il avait passé un moment où leur amour était naturel, accepté, célébré même. Cela lui donna la force de continuer le combat, car c'était bien d'un combat qu'il s'agissait. Pas une guerre spectaculaire, mais une résistance quotidienne, jour après jour, pour préserver leur bonheur contre l'hostilité d'un monde qui refusait d'accepter leurs différences. Et ils étaient déterminés à la gagner, cette guerre de l'amour contre les préjugés. 3 mois après la révélation publique de leur relation, un événement inattendu allait changer la donne de manière spectaculaire. Ce matin de mars, Benoît reçut un appel qui le laissa sans voix. « Monsieur Dufour, ici Jean-Claude Martineau, du journal Le Figaro. Nous préparons un grand dossier sur les entrepreneurs français qui révolutionnent leur secteur. Votre histoire avec Mademoiselle Martin nous intéresse, mais pas pour les raisons que vous pensez. » Benoît fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Nous avons mené une enquête approfondie sur l'évolution de votre entreprise depuis votre prise de fonction. Les chiffres sont remarquables, mais ce qui nous frappe le plus, c'est l'accélération de cette croissance ces derniers mois, précisément depuis que votre histoire personnelle a fait les gros titres. Que voulez-vous dire ? Vos ventes ont explosé, Monsieur Dufour, particulièrement à l'export. Il semblerait que votre histoire d'amour ait touché bien au-delà de Lyon. Nous aimerions comprendre ce phénomène. » Après avoir raccroché, Benoît demanda immédiatement à Marcel de lui apporter les derniers rapports de vente. Les chiffres étaient effectivement surprenants. Une augmentation de 40% en 3 mois, principalement due aux commandes internationales. Intrigué, il appela son directeur commercial, M. Beaumont. « Beaumont, pouvez-vous m'expliquer cette hausse soudaine de nos exportations ? » « Monsieur Dufour, c'est extraordinaire. Nous recevons des commandes du monde entier. Les distributeurs nous disent que l'histoire de votre relation avec Mademoiselle Martin a fait le tour des médias internationaux. Apparemment, votre image de millionnaire romantique plaît énormément. Les gens associent nos vins à une histoire d'amour authentique. » Benoît était abasourdi. « Vous voulez dire que notre scandale est devenu un argument de vente ? » « Exactement. Nos vins sont maintenant perçus comme les vins de l'amour véritable. Nous avons même des demandes spéciales pour des mariages, des anniversaires. Les gens veulent trinquer avec les vins du couple qui a défié les conventions sociales pour l'amour. » Ce soir-là, Benoît raconta cette conversation surprenante à Élodie. Il se promenait dans le parc de la Tête d'Or, profitant de l'anonymat relatif que leur offrait la tombée de la nuit. « C'est ironique, » observa Élodie en souriant. « Tous ces gens qui nous critiquaient ici font maintenant notre fortune par leur commérage. Plus ironique que vous ne le pensez. J'ai reçu aujourd'hui 3 demandes d'interview de magazines féminins étrangers. Ils veulent faire de nous le couple de l'année. » Et qu'allez-vous répondre ? Benoît s'arrêta près du lac et prit les mains d'Élodie. « Cela dépend de vous. Êtes-vous prête à devenir un symbole ? Un symbole de quoi ? De l'amour qui transcende les barrières sociales, du courage de vivre ses sentiments malgré l'adversité, de la beauté des relations authentiques dans un monde superficiel. » Élodie réfléchit un moment, regardant les canards glisser silencieusement sur l'eau sombre. « Benoît, il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Quand j'étais petite, je rêvais de faire quelque chose d'important de ma vie. Pas forcément devenir riche ou célèbre, mais laisser une trace positive, aider les autres, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, je me dis que si notre histoire peut donner de l'espoir à d'autres couples qui vivent la même chose que nous, si elle peut encourager des gens à suivre leur cœur malgré les obstacles, alors oui, je suis prête à devenir ce symbole. » Benoît la serra contre lui. « Je vous aime encore plus pour cette réponse. » Mais leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un homme qu'ils reconnurent immédiatement. Philippe Dufour, accompagné de 2 autres personnes qu'Élodie ne connaissait pas. « Tiens, dit Philippe avec son sourire sarcastique habituel. « Les tourtereaux en balade nocturne. »« Philippe, répondit froidement Benoît, que fais-tu ici ?
Justement, je vous cherchais. J'aimerais vous présenter Maître Dubreuil et Madame Petit, respectivement avocats et journalistes d'investigation. » L'avocat s'avança. « Monsieur Dufour, nous menons une enquête sur les irrégularités potentielles dans la gestion de votre entreprise. Il semblerait que vos décisions récentes... » « Quelle décision ?» l'interrompit sèchement Benoît. « L'augmentation substantielle du salaire de mademoiselle Martin, les avantages en nature qui lui sont accordés, l'utilisation des voitures de fonction pour ses déplacements personnels. » Élodie pâlit. « Je n'ai jamais demandé... » « Bien sûr que non, » la rassura Benoît. « Maître Dubreuil, sur quels fondements légaux basez-vous ces accusations ? » « Sur les témoignages de plusieurs employés et partenaires commerciaux qui s'inquiètent de l'utilisation des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. » Philippe arborait un sourire triomphant. « Tu vois, mon cher cousin, ton histoire d'amour a peut-être séduit les médias étrangers, mais ici, en France, elle commence à poser des questions embarrassantes. » Benoît sentit la colère monter en lui, mais avant qu'il puisse répondre, Élodie prit la parole. « Maître Dubreuil, permettez-moi de clarifier quelque chose. Je ne reçois d'autre salaire que celui de femme de ménage que me verse l'agence Éclat lyonnais. Je n'ai jamais touché un centime de l'entreprise Dufour. Quant aux avantages en nature, il s'agit uniquement du fait que Marcel me reconduise parfois chez moi le soir, par sécurité, étant donné le harcèlement médiatique que nous subissons. Vous niez donc avoir bénéficié de la générosité de Monsieur Dufour ? » « La seule chose dont j'ai bénéficié, » répondit Élodie avec dignité, « c'est de son amour, et cela n'a pas de prix. » La journaliste, qui était restée silencieuse jusque-là, sortit un carnet. « Mademoiselle Martin, accepteriez-vous de répondre à quelques questions pour notre enquête ? » « Toutes les questions que vous voudrez, » répondit fermement Élodie. « Je n'ai rien à cacher. » Philippe sembla soudain moins sûr de lui. Il n'avait pas prévu cette réaction directe et assumée. « Très bien, » dit l'avocat. « Dans ce cas, nous vous contacterons officiellement pour un entretien formel. » Après leur départ, Benoît et Élodie restèrent silencieux un long moment. « Ils ne lâcheront jamais, » murmura finalement Élodie. « Non, » confirma Benoît, « mais nous non plus. Et maintenant, nous avons quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. » « Quoi ? » L'opinion publique. Grâce à nos ventes à l'étranger, grâce aux médias qui s'intéressent à notre histoire, nous ne sommes plus seuls face à l'establishment lyonnais. Le monde entier nous regarde. Élodie comprit l'implication de ces paroles. Leur combat local était en train de devenir un symbole international, et cela changeait complètement la donne. « Benoît, » dit-elle avec une détermination nouvelle, « je crois qu'il est temps de contre-attaquer. Que proposez-vous ? Acceptons ces interviews, racontons notre version de l'histoire, montrons au monde qui nous sommes vraiment. » En repartant du parc cette nuit-là, ils savaient que leur histoire était sur le point de prendre une dimension qu'ils n'avaient jamais imaginée. De victimes, ils allaient devenir acteurs de leur destin. La bataille pour leur amour entrait dans sa phase finale. 6 mois plus tard, par une radieuse matinée de printemps, Benoît et Élodie se promenaient main dans la main dans les allées fleuries du parc de la Tête d'Or. Autour d'eux, Lyon s'éveillait dans la douceur d'avril, et pour la première fois depuis longtemps, ils pouvaient marcher tranquillement sans être harcelés par les journalistes ou dévisagés par les passants. Leur stratégie de contre-attaque médiatique avait porté ses fruits au-delà de leurs espérances. L'interview accordée au Figaro Magazine avait fait sensation, suivie d'un reportage émouvant dans Paris Match, où Marguerite racontait avec humour et sagesse son point de vue sur cette histoire d'amour peu conventionnelle. Le magazine britannique Hello avait consacré sa une à The French Cinderella Story, et même la télévision américaine s'était emparée de leur histoire. « Vous souvenez-vous de ce banc ?» demanda Benoît, en s'arrêtant près du lac. Élodie sourit. Comment oublier? C'est ici que Philippe a tenté son dernier coup bas. L'enquête de Maître Dubreuil avait effectivement eu lieu, mais elle s'était retournée contre ses instigateurs. Non seulement aucune irrégularité n'avait été trouvée dans la gestion de Benoît, mais l'enquête avait révélé que Philippe avait tenté de détourner certains clients vers sa propre entreprise de négoce. Le scandale avait éclaboussé toute sa famille et il avait finalement quitté Lyon pour s'installer à Bordeaux. Et cette interview que vous avez donnée à la journaliste, Benoît secoua la tête avec admiration.
Je n'oublierai jamais votre réponse quand elle vous a demandé si vous n'aviez pas honte de votre origine sociale. Honte, récita Élodie en riant. Pourquoi aurais-je honte d'avoir été élevée par une femme qui m'a appris le courage, la dignité et l'amour du travail? Pourquoi aurais-je honte de venir d'un quartier où les gens s'entraident et se respectent mutuellement? Si quelqu'un doit avoir honte, c'est plutôt ceux qui jugent les autres sur leur compte en banque. Cette phrase a fait le tour du monde, vous savez. Je sais. Ma grand-mère la découpe dans tous les journaux. Elle dit qu'elle va faire un album. Ils s'assirent sur le banc, contemplant les reflets du soleil sur l'eau. L'atmosphère était paisible, presque irréelle après tous les tumultes qu'ils avaient traversés. « Benoît, » dit soudain Élodie, « il y a quelque chose que je veux vous dire. Je vous écoute. Ces derniers mois, avec toute cette médiatisation, j'ai reçu des centaines de lettres. Des femmes, des hommes, des couples qui me racontaient leurs histoires. Des gens qui, comme nous, ont dû lutter contre les préjugés pour vivre leur amour. Des femmes qui ont épousé des hommes d'une autre classe sociale, d'une autre culture, d'une autre couleur de peau. » Elle sortit une lettre de son sac. Celle-ci vient d'une jeune femme de Marseille. Elle est aide-soignante et elle aime un médecin. Elle me dit que notre histoire lui a donné le courage de ne pas renoncer malgré l'opposition de la famille de son compagnon. Benoît prit la lettre et la parcourut ému. « Et il y en a tant d'autres, » continua Élodie. « Des histoires touchantes, des victoires contre l'adversité, des couples qui ont trouvé la force de se battre grâce à notre exemple. Qu'est-ce que cela vous inspire ?» Élodie se tourna vers lui, ses yeux brillants d'émotion. « Cela me fait réaliser que nous avons fait quelque chose d'important, Benoît. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui croient que l'amour peut vaincre les barrières. Nous sommes devenus un symbole d'espoir. » Benoît hocha la tête. « Et l'entreprise? Les ventes continuent d'augmenter. Nous venons de signer un contrat d'exclusivité avec une chaîne d'hôtels de luxe aux États-Unis. Ils veulent servir nos vins uniquement parce qu'ils représentent l'amour authentique. C'est merveilleux. Oui, mais ce n'est pas le plus important. » Il se leva et se plaça devant elle, puis, sous le regard surpris d'Élodie, s'agenouilla et sortit une petite boîte de velours de sa poche. « Élodie Martin, femme extraordinaire, courage de ma vie, miracle de mon existence. »« Benoît, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Il y a un an, j'étais un homme brisé, prisonnier de sa propre peur, incapable de toucher ou d'être touché par une femme. Vous m'avez guéri, non seulement de mon allergie, mais de ma solitude, de mon cynisme, de ma peur de vivre. » Il ouvrit la boîte, révélant un magnifique solitaire qui scintillait dans la lumière matinale. « Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous que nous écrivions ensemble la suite de cette belle histoire ?» Élodie pleurait maintenant sans retenue, submergée par l'émotion. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, 1000 fois oui !» Il glissa la bague à son doigt et se releva pour l'embrasser passionnément. Autour d'eux, quelques promeneurs matinaux applaudirent spontanément, touchés par cette scène d'amour pur. « Il faudra prévenir ma grand-mère en premier, » dit Élodie en riant à travers ses larmes. « Bien sûr. D'ailleurs, j'ai déjà sa bénédiction. Je suis allé lui demander sa main hier soir. Vous avez fait ça ? Marguerite m'a dit, et je cite, « Il était temps, mon garçon. Ma petite fille vous attend depuis 6 mois. » Ils éclatèrent de rire ensemble, libérés de toutes les tensions accumulées. « Benoît, » reprit Élodie en contemplant sa bague, « promettez-moi quelque chose. Tout ce que vous voulez. Promettez-moi que nous n'oublierons jamais d'où nous venons et ce que nous avons traversé pour arriver ici. Que nous resterons toujours accessibles à ceux qui, comme nous, doivent lutter pour leur amour. Je vous le promets. D'ailleurs, j'ai une surprise. » « Laquelle ? » « J'ai créé une fondation. La fondation Benoît et Élodie Dufour pour l'égalité sociale. Elle aidera les couples qui font face à des difficultés liées aux différences sociales, culturelles ou économiques. Séances de médiation, aide juridique, soutien psychologique. Élodie le regarda avec admiration. « Vous pensez vraiment à tout ? » « Non, nous pensons à tout, parce que désormais c'est ensemble que nous prendrons toutes les décisions importantes. » Un an plus tard, leur mariage fut célébré dans l'intimité, dans la petite église de la Croix-Rousse, où Marguerite avait été baptisée. Une cérémonie simple mais émouvante, suivie d'une réception dans les jardins de la demeure Dufour, ouvert pour l'occasion à tous les habitants du quartier d'Élodie. Les médias du monde entier couvrirent l'événement,
mais cette fois avec respect et admiration, car Benoît et Élodie Dufour étaient devenus bien plus qu'un couple célèbre. Ils étaient le symbole vivant que l'amour authentique peut triompher de tous les obstacles. Et dans les rues de Lyon, dans les cafés des pentes de la Croix-Rousse, comme dans les salons bourgeois des beaux quartiers, on racontait encore leur histoire aux enfants, comme un conte de fées moderne où le prince et la bergère prouvaient au monde entier que les frontières sociales n'existent que dans l'esprit de ceux qui ont peur d'aimer vraiment. Dans leur nouvelle vie, Benoît et Élodie avaient trouvé quelque chose de plus précieux que toutes les richesses, l'amour véritable, celui qui transforme les êtres et qui, en rayonnant, illumine le monde autour de lui.